Bonjour, ici Jill Delaney, archiviste principale en photographie à Bibliothèque et Archives Canada. Je suis très heureuse de présenter cette entrevue entre Leslie Weir, bibliothèque et archiviste du Canada, et le célèbre photographe canadien Gabor Szilási. Depuis 4 ans, je collabore avec M. Szilási et bon nombre de mes collègues de BAC sur une grande acquisition de son œuvre, y compris environ 80 000 négatifs portant sur toute sa carrière, ainsi que 41 tirages, et sur la préparation de cette collection qui sera accessible au public. Gabor Szilási naquit à Budapest, Hongrie, en 1928. Sa mère mourut dans un camp de concentration nazi et son frère et sa sœur moururent tous deux de maladie pendant la Deuxième Guerre mondiale, laissant seulement Gabor et son père Sándor. Gabor s'inscrivit en faculté de médecine en 1948, mais ayant tenté de fuir le nouveau régime communiste en 1949, il fut emprisonné pendant 5 mois et inscrit sur une liste noire, ce qui l'empêcha de poursuivre ses études et de pratiquer une profession. Il trouva un travail manuel et passa une partie de son temps libre à l'Alliance française, où il découvrit une bibliothèque de livres de photographie et ainsi son avenir. Il acheta sa première caméra en 1952 et commença à photographier des proches et des amis et aussi les gens et les lieux de la région de Budapest. Il prit également des photos de l'insurrection hongroise de 1956 et s'enfuit peu de temps après en Autriche. Son père le suivit quelques jours plus tard, emportant secrètement les négatifs de Gabor. Tous deux arrivèrent à Halifax en février 1957. Immédiatement diagnostiqué comme tuberculeux, Gabor passa la plus grande partie de sa première année au Canada en sanatorium, où il s'occupa, en apprenant le français et l'anglais, et en parcourant les reportages photographiques dans les revues illustrées de l'époque, Life, Paris Match, Saturday Night. Les Szilási s'établirent d'abord à Québec, mais Gabor déménagea à Montréal en 1959 lorsqu'il trouva un emploi comme technicien de chambre noire au service de ciné-photo du Québec. Il commença bientôt à fréquenter les nombreux vernissages, concerts et lectures de poésie dans la scène artistique de Montréal en plein essor à l'époque, où il rencontra sa femme, l'artiste peintre Doreen Lindsay. Gabor fut rapidement promu à ciné-photo et se vit confier des missions dans les régions rurales et les petites villes du Québec. Tout au long des années 1970, il devait revenir seul dans ces endroits, créant nombre des portraits atmosphériques qui inaugureraient sa carrière. Photographe largement autodidacte, Gabor eut une longue carrière d'enseignement au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université Concordia, tout en réalisant ses propres projets photographiques et diverses commandes au Canada et à l'étranger. Gabor a reçu de nombreux prix et honneurs pour son travail au fil des années, y compris le prix du gouverneur général pour les contributions de toute sa vie aux arts visuels et médiatiques au Canada en 2010 et le prix Paul-Émile Bordua en 2009. Tout récemment, il est devenu membre de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Son œuvre a été exposée partout au Canada ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Bibliothèque et Archives Canada commença à acquérir les tirages de Gabor en 1975, inaugurant une relation de longue durée avec le photographe. Au nombre de nos acquisitions précédentes, citons des sélections de ses portraits de l'île aux Coudres et de l'Abitibi, un certain nombre de tirages de son projet documentant les façades des commerces de la rue Sainte-Catherine à Montréal et 5 de ses vues panoramiques d'intersection également à Montréal. Il va sans dire que lorsque Gabor m'a appelé en 2017 en me disant qu'il était prêt à évoquer l'acquisition de ces négatifs par BAC, j'étais ravi. BAC fait souvent l'acquisition de projets spécifiques de photographes documentaires, mais dans certains cas, nous souhaitons faire l'acquisition de l'œuvre tout entière de certains photographes particulièrement importants comme Gabor. Avec 2 collègues, j'ai examiné la collection et évoqué les détails du don avec Gabor pendant plusieurs entretiens. Au début, j'étais un peu intimidé, car j'admire son travail depuis si longtemps. Mais Gabor et sa famille sont très accueillants. Et c'était un véritable plaisir de pouvoir évoquer son travail autour d'une table, ses tirages étalés devant nous.
C'était le clou de ma carrière. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir assurer Gabor et sa famille que ces négatifs seraient préservés pour l'avenir et voir le travail de mes divers collègues depuis 45 ans aboutir. Pouvoir proposer aux Canadiens et aux chercheurs internationaux un accès à une collection aussi importante que celle-ci, c'est là le sens de ma mission d'archiviste. Les confinements des derniers 18 mois ont retardé l'ouverture au public de la collection, mais nous voulions partager cette merveilleuse acquisition avec vous. J'espère que vous aimerez cet entretien entre Leslie Weir et Gabor Szilási. Merci, Jill. Bonjour, Gabor Szilási. Je suis ravi de faire votre connaissance. Merci d'avoir bien voulu accepter cette invitation à vous entretenir avec moi. Avant de commencer, je reconnais que je vous parle depuis le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je reconnais ce peuple comme étant les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire. Et j'invite nos spectateurs à prendre un moment pour reconnaître le territoire sur lequel ils habitent. Les entrevues signatures sont des rencontres uniques en leur genre avec des personnalités canadiennes qui ont fait don de leurs archives à Bibliothèque et Archives Canada. Et nous espérons découvrir des trésors cachés dans la collection en cours de route. Entrons dans le vif du sujet. Vous avez vécu une carrière impressionnante, vous êtes célèbre au Canada et dans le monde entier. Dans sa présentation, Jill a précisé que BAC collectionne vos œuvres depuis 1975, date de la première acquisition de certains de vos tirages. La plus récente acquisition contient environ 80 000 négatifs, portant sur l'intégralité de votre existence, de votre carrière comme photographe depuis les années 1950. Détenir les négatifs permettra à BAC de donner accès aux images à des chercheurs du monde entier pour toutes sortes de projets de recherche. Alors, quelle est la signification pour vous de voir votre œuvre intégrée dans les Archives nationales du Canada? Je suis très fier que Bibliothèque et Archives Canada ait accepté ma collection de négatifs, car depuis une dizaine d'années, je commençais à me demander ce qui arriverait à mon œuvre, à mes négatifs. Bibliothèque et Archives Canada m'a téléphoné pour me demander si j'étais disposé à confier ma collection. Puis, à un moment donné, j'ai répondu que je serais intéressé à confier ma collection de négatifs à Bibliothèque et Archives Canada. Je suis très fier et très heureux qu'elle y soit désormais hébergée. Puisque Bibliothèque et Archives Canada disposent d'une présence dans pratiquement toutes les provinces du Canada, je suis heureux que mes photos seront à disposition de quiconque souhaite les consulter dans toutes les provinces du Canada pour organiser une exposition ou une discussion, et cela me fait très plaisir. J'ai eu la chance de découvrir certains des tirages et négatifs qui constituent le fonds Gabor Szilási à BAC. J'ai été fort impressionné. Je suis une ancienne de l'Université Concordia et je connais votre carrière et votre collection photographique très importante depuis plusieurs dizaines d'années. Ça a été extraordinaire pour moi de découvrir l'étendue de vos intérêts en matière d'architecture, en matière des régions rurales et des petites villes du Québec, ou s'agissant de la rue Sainte-Catherine, une rue que j'ai tellement fréquentée dans ma jeunesse.
C'était extraordinaire pour moi de vous voir représenter vos expériences au fil du temps et de voir l'évolution de vos sujets. Revenons au début de votre carrière. Vous avez acheté votre première caméra à l'âge de 24 ans. Vous habitiez encore en Hongrie à l'époque. Qu'est-ce qui a attiré votre intérêt? J'ai commencé à m'intéresser à la photo, mais dans les débuts, je voulais surtout photographier mes amis, ainsi que nos excursions dans le nord de la Hongrie, dans les hautes montagnes des Tatras en Slovaquie. Je n'avais pas vraiment de thème particulier. Je photographiais ce qui me faisait plaisir, ce qui me paraissait important pour moi, pour mes amis, pour ma famille. C'est ainsi que tout a commencé. J'ai acheté mon premier appareil photo, un appareil russe de marque Zorki. Je le possède toujours. Il fonctionnait très bien. Il avait un excellent objectif, très net, ce qui m'a beaucoup aidé à exprimer mon intérêt à l'égard de la photographie. Nous possédons certains des négatifs et quelques tirages que vous avez réalisés en Hongrie au début des années 1950. Vous étiez en Hongrie pendant l'insurrection contre le régime communiste en octobre-novembre 1956 et vous avez pris certaines photos de ce qui se passait autour de vous. Est-ce que vous sentiez à l'époque que vous documentiez un moment important dans l'histoire? C'était la première fois que j'ai commencé à réaliser des photos sur un thème spécifique. J'ai réalisé plusieurs photos pendant l'insurrection. Je sentais bien que je photographiais un événement historique important dans l'histoire de la Hongrie, lorsque l'insurrection a éclaté à Budapest. J'ai pris assez peu de photos, un rouleau et demi peut-être, 40 ou 45 photos des événements. Je n'ai pas pris de photos des combats proprement dit, car j'étais très prudent. Mais j'ai pensé que je devais contribuer par mes photos à documenter l'insurrection. Lorsque vous et votre père ont fui la Hongrie, peu de temps après la répression de l'insurrection par l'armée soviétique, votre père a fait sortir certains de vos négatifs secrètement dans la couche du bébé d'un ami. Est-ce que c'était important pour vous que votre père ait pu sauver certains de vos négatifs? J'estimais que mon père reconnaissait la valeur de mes photos. Je n'avais alors jamais exposé mes œuvres, ni quoi que ce soit. Et j'ai compris qu'il était important pour mon père de faire sortir mes négatifs du pays. J'ai fui avec un ami, André Libic. Nous avons pris un taxi jusqu'à la frontière autrichienne. Mon père nous suivit avec le bébé d'André et nous nous sommes retrouvés à Vienne. C'est ainsi qu'il fit sortir mes négatifs dans les couches du bébé. Votre père a dû estimer que ces négatifs, ces photos
était importante et devait être sauvée. C'était comme une approbation de sa part de votre talent de photographe. Il voulait s'assurer que vos premières œuvres pourraient être préservées dans l'Occident. Une fois que vous êtes arrivé au Canada, vous avez continué de prendre des photos. Comme Jill l'a dit, vous avez bientôt été embauché par l'Office du film du Québec, qui vous a envoyé en reportage dans les régions rurales du Québec et les petites villes. Pendant les années 1970, vous êtes revenu dans ces endroits où vous avez créé des portraits atmosphériques extraordinaires qui devaient inaugurer votre carrière de photographe professionnel. David Harris, qui a publié un livre sur votre œuvre intitulé Gabor Shilasi, l'éloquence du quotidien, a dit de votre travail: la valeur historique de ces photos comme document visuel de la vie contemporaine repose non seulement sur le choix avisé des sujets, mais sur la perspicacité de son observation et la transparence de leur présentation. Pourquoi les régions rurales du Québec vous passionnaient-elles? Tout m'y passionnait. J'ai grandi à Budapest, une grande ville, et je suis toujours demeuré citadin. Les seuls moments où je me suis rendu à la campagne dans mon enfance, c'était en excursion pour aller nager dans le lac Balaton. Lorsque j'arrivais au Québec et que l'on m'envoya à la campagne pour y réaliser des reportages, c'était la première fois que je découvrais ce qu'était l'agriculture, le travail des cultivateurs dans la campagne, leur vie. C'est alors que j'ai découvert l'architecture, les intérieurs. Vous êtes arrivé à Montréal en 1959 et depuis lors, cette ville a joué un rôle de premier plan dans certains de vos projets les plus connus. La collection comprend des milliers de photos des gens et des lieux de la ville, allant de vos photos de rue des Montréalais jusqu'aux portraits d'artistes et d'amis, en passant par les clients de Les Impatients, vos vues du boulevard des Caries, votre projet des intersections et bien entendu vos photos très connues de la rue Sainte-Catherine. Globalement, votre œuvre constitue un merveilleux témoignage de la ville sur plus de 5 décennies. Je dois vous dire que ces photos me sont très chères puisque Montréal est ma ville d'origine. Alors j'aimerais approfondir certains des projets représentés par les tirages de la collection de BAC. Cette photo provient de votre projet sur la rue Sainte-Catherine, réalisé de 1977 à 1979, et sur lequel vous êtes revenu en 1989 et 1999 avec de nouvelles photos de certains immeubles. Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre un projet de documentation d'une seule rue à Montréal, projet que vous avez repris des années plus tard? Qu'est-ce que vous vouliez saisir de la rue Sainte-Catherine dans vos photos? Sainte-Catherine était l'artère commerçante la plus importante de Montréal. J'ai décidé de photographier l'intégralité de la rue. Pas tous les immeubles, mais ceux que j'aimais, depuis Westmount jusqu'à l'extrême est, rue Vimont. J'ai décidé de réaliser ce projet avec une caméra de grand format de 4 par 5 pouces. J'ai installé la caméra
sur le trottoir pour photographier l'immeuble d'en face. Un objectif normal donne la bonne distance depuis le trottoir d'en face. Je photographiais des immeubles qui me paraissaient intéressants, en partie à cause des enseignes. Les enseignes sont importantes pour moi, car elles mettent en jeu à la fois le langage et le langage visuel. J'ai pris environ 150 photos tout le long de la rue Sainte-Catherine avec cet appareil. J'ai dû en reprendre certaines. Parfois, j'avais installé ma caméra, mise en foyer, composé l'image, et puis un camion arrivait et s'arrêtait devant l'immeuble que je voulais photographier. Je faisais preuve de patience. La patience est une vertu pour le photographe. Enfin, le camion repartait, ou bien je revenais pour photographier l'immeuble plus tard, car je le trouvais très important. J'ai beaucoup aimé ce projet, entre autres parce que la rue Sainte-Catherine est une artère orientée est-ouest. La lumière était toujours bonne le matin et en fin d'après-midi. Ce qui a également influencé mes décisions. Je me rappelle, un jour, je me prenais une photo au coin de la rue Sainte-Catherine et de la rue Berry, le magasin de musique Archambault, que vous vous rappelez sans doute. Je m'étais installé avec mon trépied, mon tissu noir, en plein milieu de l'intersection. Nous étions fin septembre ou en octobre, à en juger d'après l'ombre de l'après-midi, la direction des ombres. Je me disposais à prendre la photo lorsqu'un policier survint et me demanda si je voulais bien me déplacer car je ne pouvais pas m'installer en plein milieu de l'intersection. Je lui ai expliqué, mais monsieur, il me faut seulement 30 secondes pour réaliser le cliché. Et à ma grande surprise, il arrêta la circulation dans les deux directions. Je réalisais mon cliché en 30 secondes, puis je me déplaçais. Donc, il existe encore des policiers sympathiques. C'est merveilleux d'entendre cette anecdote au sujet de la réalisation d'une photo si célèbre. En 1980 et 1981, vous avez réalisé une série de panoramas d'intersections à Montréal à l'aide d'un appareil qui produit un négatif de 8 par 20 pouces. Et même si ces photos, elles aussi, témoignent de la ville de Montréal et de ses rues, les images résultantes sont très différentes. Y avait-il quelque chose de différent que vous cherchiez à exprimer au sujet de la ville en réalisant ces panoramas? J'ai fait l'acquisition de la caméra en question d'un ami dont j'oublie le nom qui habitait à New York. Il me l'a montré. Je lui ai demandé si je pouvais l'emprunter pendant quelques mois. Il acquiesça. Je rentrai donc à Montréal. Je cherchais des angles créés par la rencontre de rues parallèles avec une rue diagonale qui recoupe tout un quartier. Tout comme à New York, Broadway recoupe en diagonale
toute une série de rues parallèles. J'aimais cette confluence de deux rues. Je m'intéressais encore à photographier les gens dans ces intersections. Mes photos sont surtout prises à l'ouest de la rue Saint-Denis, et c'est la rue Guilford qui est la rue diagonale. J'attendais que des gens, des enfants surviennent, que des voitures s'engagent dans l'intersection. Il y a une photo que j'apprécie beaucoup à l'angle de Saint-Laurent et Van Horn. C'est un lieu très différent que j'ai découvert dans un film, mais j'ai beaucoup apprécié cette vue d'un entrepôt au milieu de l'image avec un viaduc sur le côté de l'image. Il s'agit du viaduc qui porte la rue Saint-Laurent. Je me rappelle avoir découvert cette intersection dans un film et c'est pourquoi je l'ai photographiée. J'ai beaucoup aimé travailler avec cet appareil photo de très grande dimension. Il fallait 2 trépieds pour la supporter et puis l'objectif était tellement lourd que je devais installer un 3e trépied pour le soutenir. C'est une anecdote fort intéressante. Les appareils photo à l'époque étaient différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous entendre évoquer l'objectif tellement lourd qu'il fallait le soutenir, cela vous a permis de photographier ces intersections célèbres. J'ai réalisé des photos dans le prolongement de ce projet en Pologne et aussi à Budapest. Je n'avais plus l'appareil photo en question. J'ai utilisé 2 négatifs de 4 par 5 pouces, soigneusement alignés. C'est ainsi comment je réalisais mes panoramas. Il s'agissait essentiellement d'une vue elliptique réunie dans un cadre. J'ai donc poursuivi mon projet. La collection de BAC contient quelques images de votre projet Luxe, qui consiste en des photos couleurs d'enseignes commerciales électriques et de néon prises au crépuscule. Ces images sont tellement différentes de vos vues antérieures de Montréal et de son architecture, notamment à cause de l'emploi de la couleur et de la lumière. Pourquoi avez-vous voulu consacrer un projet à photographier ces enseignes entre 1982 et 1984? C'était à cause des enseignes, comme je vous l'ai dit auparavant, parce que le langage m'intéresse, mais aussi parce qu'elles ont une grande beauté au crépuscule, lorsqu'il restait encore un peu de lumière du jour qui permettait de distinguer l'architecture, mais que les enseignes étaient déjà illuminées. Je choisissais l'instant qui est très fugitif, surtout à la fin de l'automne. Je disposais de 5 à 10 minutes pour trouver le bon équilibre entre la lumière du jour et l'illumination des enseignes. J'ai photographié en couleur parce que ces enseignes étaient très colorées. C'était une façon de m'affranchir de la photo en noir et blanc. Je devais utiliser la couleur plus tard dans d'autres projets. Il s'agissait d'enseignes qui avaient été conçues par le propriétaire de chaque entreprise.
C'était très important pour moi. Il s'agissait d'enseignes très personnelles qui exprimaient les goûts de leurs concepteurs et montraient clairement la vocation de l'entreprise. Il y avait des sex shops, des restaurants et différentes autres entreprises. J'ai donc continué pendant 2 ans à prendre ces photos. BAC a aussi fait l'acquisition de plusieurs autoportraits dans le cadre de cette dernière acquisition. Beaucoup de photographes préfèrent rester derrière la caméra, mais vous semblez très à l'aise devant l'objectif aussi. Pourquoi avez-vous tenu à documenter votre existence par ces autoportraits? Parce que je voulais voir à quoi je ressemblais dans une photo. J'ai pris beaucoup de ces photos avec ma famille. Ma famille, c'est très important pour moi. Mais j'ai également réalisé des autoportraits. C'était par curiosité, pour savoir à quoi je ressemblais sur un tirage de 8 par 10. J'ai pris une photo avec mes livres et dans toutes sortes de situations. Je n'avais pas de but particulier, j'étais mu par la curiosité. Je trouve également qu'il est important, lorsque je ne serai plus là, de faire savoir comment je me voyais. Cette photo de votre autoportrait reflétée dans un miroir au milieu de votre bibliothèque, c'est l'une de mes préférées. Je ne sais pas si c'est parce que je suis bibliothécaire et que j'ai depuis toujours un tropisme pour les livres, mais c'est une photo qui est vraiment extraordinaire. Nous avons également parcouru les collections de Bibliothèque et Archives Canada et nous avons constaté que des images de vous figuraient dans les collections de plusieurs autres photographes. Ces photos de vous sont prises par Sam Tata ou encore par Arnaud Maggs. Voici une photo de vous prise par Tony Hauser. Il y a également des daguerréotypes de vous créés par Mike Robinson. Ces photos de moi prises par d'autres photographes sont très importantes pour moi. Mike Robinson m'a photographié en daguerréotype. Cela ne m'était jamais arrivé. D'autres photographes m'ont également photographié en utilisant des techniques du 19e siècle, mais jamais n'avais-je été le sujet d'un daguerréotype. Le processus tout entier m'a paru très instructif. Arnaud Maggs était un très bon ami. Je demeurais souvent chez lui au printemps à New York. Sam Tata était également un très bon ami. Nous nous sommes photographiés bien des fois, l'un l'autre. C'était également très important pour moi. Vous avez cité le nom d'un photographe de Toronto.
Tony Hauser? Oui, Tony Hauser, cette photo-là, oui. Il a choisi cet arrière-plan sous l'échangeur Turcotte, qui est démoli à présent, avec ma caméra. J'apprécie beaucoup cette photo. Donc, j'aime poser pour l'objectif d'autres photographes. C'était assez particulier de vous faire photographier par le procédé du daguerréotype. C'est un procédé qui date des années 1840 et 1850. Nos spectateurs savent certainement qu'il consiste à réaliser une image unique sur une plaque de cuivre argentée. Cela a dû être fort intéressant de vous faire photographier selon le procédé du daguerréotype, un procédé datant de plus de 100 ans. En effet, oui. Je voudrais conclure en vous demandant ce que vous pensez de l'avenir de la photographie avec le passage à la photographie numérique et le fait que tout le monde a constamment un appareil photo en main, souvent sous la forme d'un téléphone. À quoi ressemble l'avenir de la photographie professionnelle, selon vous? Je ne crois pas qu'il y a une différence énorme entre la photographie numérique et les procédés antérieurs. Il est plus facile de travailler avec un appareil photo numérique. On peut prendre des centaines de photos sans qu'il vous en coûte rien. Ce qui ne changera pas, c'est le contenu de l'image, le message social que celle-ci véhicule. Le contenu ne changera pas. Que vous soyez professionnel ou amateur, si vous êtes un artiste, vous pouvez regarder les clichés que vous avez réalisés il y a quelques jours, quelques semaines, quelques minutes. Certains conservent toutes leurs images. Dans mon cas, avec mon appareil photo numérique, je supprime celles qui ne m'intéressent pas, celles dont le contenu ne me paraît pas important. En ce sens, la photographie, le cinéma, tout art visuel quelle que soit la technique employée, c'est toujours le contenu qui est très important. Ce fut merveilleux de m'entretenir avec vous pour en apprendre davantage sur vos procédés, sur vos photos et sur vos sources d'inspiration. Je vous remercie, Gabor Szilasi, pour cet entretien passionnant et je vous remercie d'avoir confié votre œuvre à Bibliothèque et Archives Canada. Nous sommes ravis qu'il figure dans les collections nationales du Canada et nous savons que votre œuvre inspirera les chercheurs, les photographes et les historiens pendant des décennies, voire des siècles à venir. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci encore une fois pour nous avoir confié votre collection formidable. Merci beaucoup de votre intérêt à l'égard de mes photos et de m'avoir invité à m'entretenir avec vous. Au revoir.